Il s'est enfermé dans son bureau pendant 6 mois. 6 mois sans ouvrir la fenêtre, 6 mois sans répondre aux appels, sans saluer personne. 6 mois à se fondre dans les ombres de ses propres murs. Comme si les vitres teintées pouvaient le protéger du monde, ou de lui-même. Marc Delûtre. Le nom sur la façade de la tour était devenu un écho vide. Un nom que les employés murmuraient dans les ascenseurs sans plus y croire. L'homme n'était plus là, juste une silhouette derrière une porte en verre dépoli qui ne s'ouvrait jamais. Chaque jour, une routine froide et rigide. Lumière blafarde du matin, café laissé refroidir sur le rebord d'une table en marbre, mais ils ouvrent sans être lus. Chaque bruit de pas dans le couloir était une intrusion. Chaque voix, un rappel brutal qu'il avait encore un corps, un nom, une existence et une plaie ouverte qu'aucune richesse ne savait panser. Puis, un soir d'octobre, alors que la ville s'endormait sous l'averse, quelque chose de minuscule, presque insignifiant, se produisit sur le coin de son bureau, à côté du clavier immobile. Quelqu'un avait laissé une tasse, par son assistante elle ne venait plus, pas un coursier. Il avait tout annulé. Une tasse en porcelaine blanche, simple au toucher. Elle dégageait une fine vapeur et un parfum discret de cannelle et de thym. Il la fixa comme on fixe un mirage. Aucune note, aucun mot, juste ce geste, juste cette chaleur inattendue dans un monde glacé. Il ne la but pas. Pas encore, mais il ne la jeta pas non plus. Il resta là des heures durant, les yeux fixés sur cette tasse comme si elle contenait une réponse ou un souvenir. Il sentit quelque chose vibrer en lui, infime, presque douloureux, un frémissement au fond de la poitrine. Une sensation oubliée, comme si, l'espace d'un instant, il était moins seul. Et ce fut ainsi que tout commença. Une tasse de thé, oubliée ou laissée exprès, personne ne le saura jamais. Mais cette nuit-là, quelque chose changea. Pas dans le monde, pas autour, dedans, silencieusement, profondément. Il s'appelait Marc Delûtre, dans le monde des affaires, ce nom suffisait à faire trembler les couloirs des grandes tours de la Défense. À 49 ans, il était à la tête d'un empire numérique construit de ses propres mains. Une entreprise estimée à plusieurs milliards, un réseau international, des technologies révolutionnaires, surtout, une tour entière portant son nom, dressée au cœur de Paris comme un totem de puissance. Mais à l'intérieur de cette tour, au dernier étage, se trouvait un homme vide. Depuis son divorce, Marc ne quittait plus les lieux, non par passion pour le travail, non par besoin de contrôler, mais pour fuir, pour s'oublier. Il vivait littéralement une salle de bain privée, un canapé qui servait de lit, un placard rempli de chemises propres mais jamais portées. Chaque matin, le même rituel se répétait avec une précision mécanique. Il ouvrait les rideaux sans regarder dehors. Il passait devant le miroir sans se voir. Il lançait sa messagerie, lisait quelques lignes et laissait tout en plan. Le café attendait déjà froid, posé par le service sans un mot, et les silences devenaient chaque jour plus lourds. Il avait des appels programmés, bien sûr, des réunions, des décisions à prendre, mais il déléguait tout. Un CEO en titre, effacé derrière des écrans comme une ombre dans sa propre entreprise. Marc n'avait plus de regard pour personne. Il passait ses journées à marcher de long en large dans son bureau immense au parquet aux murs vitrés. Il observait la ville d'en haut comme si elle appartenait à un autre monde. Les employés au rez-de-chaussée avaient fini par l'oublier. Certains disaient qu'il n'existait plus vraiment, qu'il n'était qu'un fantôme de la réussite, et lui, il ne les contredisait pas car, au fond de lui, il le savait. Il n'était plus cet homme. Celui qui souriait sur les photos de gala, qui improvisait des discours inspirants, celui qui brillait aux éclats dans une cuisine pleine de vie. Cet homme-là s'était effondré quelque part entre un tribunal de divorce et le dernier regard silencieux de sa fille. Maintenant, il ne restait qu'une silhouette perdue au sommet d'une tour, se réfugiant dans la solitude comme on entre dans un tombeau. Et pourtant, quelque chose, cette nuit-là, avec cette tasse de thé, quelque chose avait frémi. Pas encore une transformation, mais une fissure, une faille dans l'armure, et une question muette persistait au fond de ses pensées, qui a laissé ça ici? Et pourquoi ça me touche autant? Il n'avait pas prévu d'ouvrir ce carton. Il était là depuis des mois, posé dans un coin de son bureau, couvert de poussière, un carton sans nom, sans étiquette, comme un rappel silencieux de tout ce qu'il n'osait plus affronter. Ce matin-là, pourtant, quelque chose le poussa, peut-être le thé de la veille,
peut-être ce besoin sourd de trouver une preuve qu'il existait encore quelque part. Il déchira le scotch d'un geste sec. Le carton s'ouvrit dans un crissement sec et oublié. À l'intérieur, des papiers froissés, des dossiers anciens, des objets sans valeur, et un petit carnet à spirale jaunie sur les bords, avec une couverture violette ornée de stickers d'animaux. Son cœur s'arrêta une seconde. Ce carnet, il le reconnaissait. Il appartenait à sa fille. Des pages remplies à l'époque d'une écriture ronde, hésitante, des mots simples, des histoires inventées, des secrets d'enfants. Il tourna lentement les pages, ses doigts tremblant à chaque ligne. Elle y racontait sa journée d'école, ses copines, son hamster disparu, et lui, son père. Papa est rentré tard ce soir. J'ai attendu papa mais il avait encore son téléphone. J'ai fait un dessin pour lui mais il ne l'a pas vu. Puis, à la dernière page, il s'arrêta, un dessin. Un homme debout derrière une grande vitre, dehors, une petite fille sous la pluie. Elle tenait un parapluie trop grand pour elle. Elle regardait l'homme avec un sourire triste. En dessous, écrit au feutre rose, une phrase, « Papa, je t'attends ». À la maison, Marc sentit ses jambes fléchir. Il s'assit brutalement au sol, le carnet contre sa poitrine. Les larmes vinrent sans bruit, comme un fleuve retenu trop longtemps. Il pleura pour la première fois depuis, il ne savait plus, peut-être depuis le jour où il avait signé les papiers du divorce. Il se souvenait de ce soir-là. Léa était restée figée sur le pas de la porte, tenant ce carnet dans ses mains. Elle voulait lui montrer quelque chose. Il lui avait dit, « Pas maintenant, chérie, papa est pressé. » Et il était parti. Depuis ce jour, il ne l'avait plus revu. 1 an, 12 mois d'absence, de silence, de distance. Il l'avait perdu. Ou pire, il s'était absenté de sa vie, lentement, volontairement, croyant que le temps arrangerait tout. Mais le temps sans présence devient un mur, et sa fille grandissait derrière ce mur sans lui. Le carnet resta ouvert sur le bureau toute la journée. Il n'écrivit pas de message, il ne répondit à aucun appel. Il resta là, figé, comme si le dessin le retenait dans un monde qu'il avait fui trop longtemps. Et pour la première fois, il se demanda, et si je n'étais pas irrécupérable? Et si elle m'attendait encore quelque part? Mais il n'avait pas de réponse. Seulement cette phrase, comme une prière d'enfant, « Papa, je t'attends ». À la maison, ce soir-là, Marc ne partit pas. Il resta assis tard dans le fauteuil en cuir qui faisait face aux grandes baies vitrées de son bureau. Paris scintillait loin, mais il ne voyait rien. Sa main caressait distraitement la couverture du carnet de Léa, encore posée sur ses genoux comme un talisman fragile. Il ne sentait plus le passage du temps. Il ne voulait ni manger ni dormir. Quelque chose en lui, trop longtemps enfermé, s'était fissuré. Une douleur ancienne, mais aussi un besoin brûlant, celui d'être vu, touché, ramené à la vie. C'est alors qu'elle entra. La porte s'ouvrit sans bruit. Une lumière se glissa dans la pièce. Une silhouette fine avança avec précaution, balai à la main, sa cantine sur l'épaule. Elle ne leva pas les yeux tout de suite, concentrée sur sa routine, ramasser les papiers, vider les corbeilles, essuyer les traces invisibles sur les surfaces parfaites. Mais elle s'arrêta net. Il était là, pour une fois visible, assis dans le noir. Elle hésita, surprise. Puis elle murmura doucement, sans oser croiser son regard, « Je vous laisse une tasse, si jamais. » Elle posa le gobelet fumant sur le coin du bureau, là où la précédente avait disparu. Puis elle fit un pas en arrière, comme si elle avait pénétré un espace sacré. Marc ne dit rien. Il ne la regarda même pas. Mais ses yeux tombèrent sur la tasse, identique à la veille. Même odeur douce, même chaleur timide. C'est dû à la verveine. Ma grand-mère disait que ça calmait les nuits. Troublé, il leva enfin les yeux. Elle était là, simple, naturelle. Une femme de la quarantaine, au visage marqué par la fatigue mais au regard franc. Elle portait une blouse bleu foncé, tachée ici et là, et un badge un peu effacé. « Sophia », lut-il. Elle le fixa un instant, incertaine. Puis, comme s'il n'y avait rien d'anormal à cette scène irréelle, elle ajouta, « Je vous laisse. Bonne nuit. » Elle tourna les talons, referma doucement la porte.
Il resta seul une fois encore, mais pas pareil. Il prit la tasse entre ses mains. Elle était tiède, pas brûlante, juste à la température d'un geste humain. Il porta à ses lèvres une gorgée, la première chose qu'il avalait depuis des heures. Et dans ce simple goût de verveine, sucre discret, souvenir d'un autre temps, se mêla quelque chose d'inattendu. Pas de l'amour, pas encore, mais de la présence. Et dans son monde, c'était déjà bouleversant. Il reposa la tasse avec lenteur, ferma les yeux, pour la première fois depuis longtemps, il laissa le silence parler. Les jours suivants, Marc ne dit toujours rien, mais il restait tard, assis dans la même position, le regard perdu dans l'obscurité au-delà des vitres, et Sophia revenait chaque soir, toujours discrète, toujours avec ce même geste, une tasse de thé déposée sans bruit, accompagnée parfois d'un mot simple. « Il fait froid ce soir, prenez soin de vous. J'ai mis un peu de miel, ça aide quand on pense trop. Vous ressemblez à quelqu'un qui attend quelque chose, ou quelqu'un. » Marc ne répondait pas, mais il écoutait. Il l'écoutait comme on écoute une musique oubliée. Il apprenait le son de sa voix, douce mais ferme, les silences qu'elle laissait volontairement, comme pour lui permettre d'exister dans l'espace. Un soir, elle s'assit brièvement, dos contre le mur, balai posé à ses pieds. Elle regardait droit devant elle, comme si elle partageait un même paysage invisible. « Vous savez, dit-elle sans le regarder, l'argent n'achète pas la tristesse. Pas bien, pas longtemps. » Marc ferma les yeux. Il aurait voulu qu'elle se taise, mais elle continua, « Je nettoie ce bureau depuis 10 ans. J'ai vu passer des dizaines de directeurs, de réunions, de visages pressés, les sourires forcés, les regards vides, je reconnais. » Elle se tourna lentement vers lui. « Et vous, vous hurlez en silence ? Tout le monde croit que vous êtes parti, mais moi, je vous entends. » Marc serra les poings. Il voulait répliquer. Il voulait la faire sortir, mais les mots sortirent autrement, « Tu ne sais rien de moi. » Sa voix avait claqué dans l'espace, sèche, brisée, presque suppliante. Un silence épais suivit. Sophia ne bougea pas. Puis, calmement, « Non. C'est vrai, je ne sais rien, mais je vois et j'écoute. C'est déjà plus que ce que vous vous autorisez depuis longtemps. » Il la regarda pour la première fois vraiment. Ses yeux sombres, fatigués mais clairs. Elle n'avait ni pitié ni jugement, juste une présence entière, comme un miroir qu'on n'avait jamais osé affronter. Et alors, il craqua. Pas bruyamment. Pas comme dans les films, juste une larme humaine au coin de l'œil, le souffle court, le corps qui se replie. Enfin, sur cette douleur trop longtemps contenue. Elle ne le toucha pas. Elle ne s'approcha pas. Elle resta là, témoin silencieux, pas comme une employée, pas comme une intruse, mais comme une âme qui reconnaît une autre. Quand elle se leva pour partir, elle murmura, « À demain. » Et cette phrase, simple, ordinaire, résonna dans la pièce comme une promesse. Peut-être pensa Marc que je ne suis pas totalement invisible. Le lendemain, quelque chose avait changé. Presque rien. Mais pour Marc, c'était un premier pas. Il attendait qu'elle entre. Non pas en l'espérant, mais en pensant, en se demandant si elle reviendrait vraiment, s'il n'avait pas tout brisé encore une fois. Et elle vint, comme promis. Elle déposa le thé sans mots, commença à ranger comme chaque soir, mais cette fois, il parla, « Il fait moins froid, non ?» Sa voix était rauque, hésitante, comme celle d'un homme qui ne s'était pas entendu parler depuis des semaines. Sophia releva légèrement les yeux. « Oui, un peu. Mais le vent reste traître. » Un silence, pas gênant. Un silence de début. « Vous avez des enfants ?» demanda-t-il. Elle sourit, surprise de l'audace. « Une fille, elle a 16 ans. Elle ne parle plus beaucoup. » Il fit l'écho des mots, décolla surtout. Marc hocha lentement la tête. La mienne écrivait aussi, à sa façon, des dessins. Des petits mots s'arrêtèrent, l'émotion coinçait encore dans sa gorge. Elle avait 7 ans. Je ne l'ai pas vue depuis 1 an. Sophia ne posa pas de questions. Elle ne dit pas, pourquoi, ou, comment. Elle resta debout, droite, et répondit simplement, les enfants attendent plus longtemps qu'on ne le croit. Puis Marc regarda le carnet, toujours posé sur le bureau. Tu crois que je pourrais réparer ? Elle s'assit doucement.
Seulement si tu arrêtes de fuir. Ces mots le traversèrent comme une lame douce, et il sut, dans cet instant suspendu, que quelque chose devait cesser. Le lendemain, à 18 heures précises, Marc quitta son bureau. Il descendit les étages à pied. 18 étages, comme une descente symbolique, un retour vers le sol. Le hall était presque vide. Personne ne le salua. Personne ne s'étonna. Il sortit dans la rue. L'air le frappa au visage, frais, réel, brut. Il marcha longtemps sans but. Puis il s'arrêta devant une cabine téléphonique. Il n'en restait plus beaucoup, une relique comme lui. Il composa un numéro qu'il connaissait encore par cœur, celui de son ex-femme. Boîte vocale. Il ne raccrocha pas. Il respira un instant. C'est moi. Je ne veux pas te déranger. Juste te dire que je pense à vous deux. J'ai fait n'importe quoi et je ne demande pas pardon. Juste, j'aimerais savoir si elle va bien. Dis-lui que je l'aime. Dis-lui que j'aimerais réparer. Point, c'est tout. Un silence. Puis le bip final. Il resta là, le combiné encore contre l'oreille, comme s'il espérait une réponse immédiate, magique, mais il n'y en eut pas. Alors il sortit, pour la première fois depuis des mois, il rentra chez lui. Un appartement vide, poussiéreux, mais où il reposa la tasse que Sophia lui avait donnée, comme un point de départ, un premier pas fragile mais réel. Il commença par sortir, 1 heure, puis 2. Pas très loin au début, juste quelques rues autour de la tour de Lutre, mais c'était déjà une forme de réapprentissage. Regarder les passants, sentir l'air, entendre le bruit des feuilles sous ses pas. Chaque pas était une résistance au poids de l'immobilité. Chaque sortie, une brèche dans la forteresse de silence qu'il s'était imposée. Marc n'était pas guéri. Il n'était même pas mieux. Mais il bougeait. Et dans ce mouvement, il retrouvait une parcelle d'identité. Chez lui, il redécouvrit l'espace, les objets, les photos retournées, les souvenirs rangés trop soigneusement pour ne pas être suspect. Un jour, il tomba sur une boîte de lettres jamais envoyées, rédigées à l'euro, sans des tentatives, des regrets en phrases courtes, des mots rayés, réécrits, puis abandonnés. Il les relut une à une. Puis il en écrivit une nouvelle, pas parfaite, pas lyrique, juste vraie. Chérie, je ne sais pas si tu veux me lire, mais moi, j'ai besoin de t'écrire. Je suis désolée. Pas pour une chose en particulier, pour tout. Je te cherche dans chaque coin de ma mémoire et j'aimerais que tu sois encore là. Si tu veux me parler, même une seule fois, je serai là. Ton papa, Marc. Il n'envoya pas la lettre. Pas encore, mais il la glissa dans une enveloppe et la posa sur sa table, bien en vue. Il continua à parler avec Sophia. Leurs échanges n'étaient jamais longs, mais profonds. Un soir, il lui demanda, « Et toi, tu vas bien ?» Elle releva les yeux, surprise. « Pourquoi tu me poses ça ?»« Parce que je veux savoir. » Elle s'assit. « Je vais. C'est déjà pas mal. » Il hocha la tête. Il comprenait cette réponse. Il l'avait portée aussi pendant des années. Ils commencèrent à partager davantage. Elle lui racontait sa fille, ses horaires doubles, ses silences à la maison. Lui parlait de musique. J'ai appris le piano avec ma mère. On jouait chaque dimanche. Puis j'ai arrêté. Trop de bruit autour. Un silence. Puis il ajouta, le piano dans le rôle, il est cassé depuis des années. Personne ne le répare. Le lendemain, il fit venir un accordeur. Les employés furent surpris, certains même amusés. Mais à 21 heures ce soir-là, Marc s'assit sur le tabouret noir du rôle. Ses doigts hésitèrent, puis s'enfoncèrent dans les touches. Une mélodie douce, incomplète mais sincère. Sophia passa et s'arrêta à distance. Écouta sans rien dire. Ce soir-là, il rentra chez lui, les mains couvertes de poussière de touche, mais le cœur un peu plus vivant. Quelques jours plus tard, en entrant dans son bureau, il trouva une enveloppe sans nom. À l'intérieur, un dessin, un piano, une petite fille assise dessus, les pieds dans le vide, un cœur rouge griffonné maladroitement à côté. Aucune signature, juste un battement. Un signe. Marc ferma les yeux, le cœur serré.
Elle l'avait vu, ou entendu, et quelque part, dans ce trait d'enfant, il y avait une réponse fragile, anonyme mais réelle. Il garda le dessin dans sa poche toute la journée, et cette fois, le thé du soir lui sembla presque sucré. Le changement, aussi sincère soit-il, n'efface pas le passé. Il le révèle, il l'expose à la lumière, et bientôt, la lumière extérieure commença à s'infiltrer dans la faille. Les actionnaires, d'abord, s'inquiétèrent. Marc ne vient plus aux réunions, il joue du piano dans le rôle. Vraiment, c'est quoi cette histoire de lettre envoyée à son ex-femme? Les murmures de verre, les conversations, des questions posées à voix haute. Des questions, des menaces déguisées. Il reçut un mail froid, impersonnel, signé de 3 noms en copie. Nous avons besoin d'un rendez-vous urgent pour évoquer la direction stratégique de l'entreprise. Les retards de décision nuisent à la croissance. Il ne répondit pas, mais il savait, le monde qu'il avait bâti lui échappait, et peut-être était-ce nécessaire. Puis lui vint un autre message, plus dur, plus intime. Son ex-femme, Marc, arrête. Tu veux quoi, te faire passer pour le père repentant? Il est trop tard. Léa n'a plus besoin d'un fantôme qui s'éveille quand tout est déjà détruit. Il relut ces lignes 10 fois. Elles brûlaient, mais elles étaient vraies, à leur manière. Comme souvent, dans ces moments où le cœur se referme, même la lumière la plus douce semble trop forte. Ce soir, Sophia entra plus tard que d'habitude, fatiguée, chargée. Elle s'approcha, déposa le thé, mais ne resta pas. Tu ne restes pas, demanda-t-il, la voix tendue. Elle s'arrêta sans se retourner. Je crois que je suis en train de devenir une distraction, et tu n'as pas besoin de ça. Il se leva brusquement. Une distraction? Tu crois que c'est ce que tu es pour moi? Elle inspira profondément. Ce n'est pas à moi de savoir ce que je suis pour toi, mais toi, tu dois le savoir, parce que moi, j'ai ma propre vie, mes propres silences, et je refuse de devenir le pansement d'un homme qui ne sait pas s'il veut. Le cri de Marc resta figé. Elle partit sans un mot de plus, sans un regard. Le bureau semblait soudain immense, vide, éteint. Il marcha lentement jusqu'à la baie vitrée. Paris brillait encore, mais il ne voyait plus rien. Tout autour de lui, les liens fragiles qu'il essayait de tisser semblaient se défaire sous ses yeux. Il pensa à Léa, peut-être en train de dîner avec sa mère, peut-être en train de rire à une blague qu'il ne connaîtrait jamais. Il pensa à Sophia et à la façon dont elle avait vu en lui quelque chose qu'il refusait de regarder, et il sentit une peur sourde l'envahir. La peur d'avoir tout commencé trop tard. Le coup de fil arriva un matin, alors que Marc venait à peine de se réveiller sur le canapé de son bureau. C'était un message vocal, court, sec, de son ancien beau-frère, ils partent au Canada. Fin du mois. Elle change de numéro. Tu ne la reverras pas, il resta figé, le téléphone dans la main, l'oreille bourdonnante. Canada. Fin du mois. Tu ne la reverras pas. Ces mots tournaient en boucle, cognant dans son crâne comme un tambour de guerre. La panique monta. Il chercha à rappeler, à écrire, à faire quelque chose, mais ses mains tremblaient. Ses pensées se bousculaient. Il sortit précipitamment, manqua de tomber dans les escaliers, dévala les marches comme un homme possédé. Dans la rue, le bruit, les voitures, les gens, tout était fou. Il marcha sans but, sans destination, seulement pour échapper à cette voix intérieure qui lui hurlait qu'il avait raté tout. Le soir venu, il rentra. Pas de vin, de regret, de colère, d'impuissance. Il entra dans le rôle. Le piano était là, muet, brillant. Il s'en approcha, posa les mains et frappa. Sur les touches, le bois, un coup, puis 2, puis 10. Un cri tout fait s'échappa de lui, rauque, animal. Les touches blanches volèrent. Le silence revint, brutal, sec. Il tomba à genoux, puis s'allongea sur le sol, les bras écartés. Le plafond tournait, les larmes coulaient. Il ne rentra pas chez lui, il ne mangea pas, il ne bougea plus. 3 jours. Personne n'entra, personne ne dérangea. Le monde continuait sans lui, comme s'il n'avait jamais été là. Au matin du 4e jour, il se redressa péniblement. Ses muscles tétanisés, son souffle court. Le bureau était en désordre.
Le thé laissé sur le bureau était froid depuis longtemps, mais sous la tasse, quelque chose, une feuille pliée, un mot manuscrit, sobre, incliné vers la gauche. L'écriture de Sophia, tu ne peux pas la perdre si tu ne l'as jamais vraiment cherchée. Il resta longtemps à lire cette phrase, puis il la relut. Encore. Quelque chose s'enclencha, pas une évidence, un appel. Il se leva lentement. Se lava le visage. Se regarda dans le miroir du couloir. Il avait l'air vieux, fatigué, mais vivant. Et surtout, prêt. Il prit une décision, pas par impulsion, pas par fuite, par nécessité, par amour peut-être, ou par instinct de survie. Il réunit le conseil d'administration, une salle vitrée, glaciale, remplie de visages tendus, calculateurs, habitués à voir en lui un homme de contrôle. Mais ce jour-là, Marc ne jouait plus aucun rôle. Il entra sans dossier, sans attaché-caisse, sans présentation PowerPoint. Il resta debout, les mains jointes devant lui. Je vends 40% de mes parts. Je quitte la direction. Je ne suis plus cet homme, et je ne veux plus prétendre l'être. Un silence choqué s'installa. Une voix au fond, tu ne peux pas faire ça. Pas maintenant. Le marché. Je n'ai jamais été aussi sûr de moi. Il quitta la salle avant même qu'il ne puisse négocier. Le pouvoir, cette chose qu'il avait convoitée, bâtie, consolidée, ne pesait plus rien comparé à ce qu'il risquait de perdre. 2 jours plus tard, il était à Roissy. Valise légère, manteau serré contre lui, le billet entre les doigts comme un passeport vers quelque chose de plus vaste que la distance. Montréal. Dans l'avion, il ne dormit pas. Il regarda les nuages, les lumières nocturnes non loin, les visages fatigués des autres passagers. Il pensa à Léa, à ses yeux, à ses dessins. À ce jour où il n'avait pas regardé son carnet. Il se demanda ce qu'elle ressentirait en le voyant, la peur, la colère, l'indifférence. Il accepta, pour la première fois, de ne rien contrôler. Il ne venait pas réclamer une place. Il venait tendre la main. L'aéroport était froid, il piétinait un bonheur. Ses pas résonnaient sur le sol lisse. Il avait eu l'adresse. Il avait su qu'elle prenait ce vol. Il espérait arriver à temps. Et puis, au loin, un petit groupe, des valises, des enfants, des cris, des rires. Et elle, la plus grande, les cheveux attachés, un manteau rouge trop large. Il s'arrêta net, ne bougea plus. Son cœur battait si fort qu'il en avait mal. Il ne courut pas. Il s'avança lentement au milieu du rôle. Comme on se rend, comme on prie. Elle tourna la tête, le vit, hésita. Son regard. Et elle courut. Elle courut, son sac rebondissant sur son épaule, ses yeux brillants, et il l'accueillit dans ses bras sans mots. Il la serra contre lui. Longtemps. Il ne dit rien. Il n'y avait rien à dire. Il était là. Enfin. Et elle aussi. Le temps ne réparait pas tout, mais il offrait parfois la chance de reconstruire autrement. Plus lentement, plus humblement. Marc s'installa à la périphérie de Montréal, dans une petite maison en bois, entourée d'arbres. Loin des tours, des écrans, des injonctions. Une maison avec des fenêtres ouvertes, une cuisine silencieuse, un vieux fauteuil qui grinçait et un piano. Cette fois, accordé. Il ne revit pas Léa tout de suite, mais elle savait qu'il était là. Les premiers rendez-vous furent courts, timides, une promenade dans un parc, un chocolat chaud dans un café, peu de mots, beaucoup de regards. Il n'essayait pas de la convaincre. Il ne promettait rien. Il était juste là. Quand elle parlait, il écoutait. Quand elle se taisait, il respectait. Et peu à peu, un lien nouveau se tissa. Non plus celui du passé, perdu, idéalisé, mais celui du présent, fragile, vrai, construit dans les silences partagés. Il réapprit à vivre, à faire les courses, à cuisiner pour deux, à marcher sous la neige en écoutant les oiseaux. Il écrivit à Sophia une lettre simple, « Tu avais raison. On ne perd pas ce qu'on n'a jamais cherché. Merci pour le thé et pour la lumière. Je te dois une vie entière. » Quelques semaines plus tard, elle le rejoignit. Pas pour s'installer, pas pour recommencer une histoire romantique, pour créer.
Ils décidèrent ensemble d'ouvrir un petit centre culturel dans un ancien entrepôt réaménagé. Un lieu pour les enfants perdus dans les villes froides, un lieu pour les musiques oubliées, pour les silences apprivoisés. Sophia y donnait des ateliers d'écriture, Marc, des cours de piano. Lui qui avait dirigé des centaines d'employés, négocié des millions, gérait désormais des crayons, des tabourets et des partitions. Et cela suffisait. Son nom n'était plus dans les journaux économiques. Il était parfois cité dans les journaux locaux. Mais plus souvent encore, murmuré dans les couloirs par les enfants, c'est lui, le monsieur du piano, celui qui fait jouer les silences. Et chaque week-end, Léa venait, parfois seule, parfois avec un dessin ou une histoire à lire. Il ne parlait pas du passé, il n'en avait plus besoin. Il était là, elle aussi, et cela déjà était un miracle. Le printemps arriva doucement, dans un souffle tiède qui faisait fondre les dernières neiges sur le toit de la maison. Les jours rallongeaient, et avec eux, les instants passés ensemble. Marc apprit à reconnaître les habitudes de Léa, ses silences, ses soupirs, les petits gestes qui disaient ce que les mots ne disaient pas encore. Elle aimait marcher pieds nus même sur le bois froid du plancher. Elle dessinait toujours dans un coin, adossée à une chaise, les genoux repliés. Elle chantonnait parfois sans s'en rendre compte, des mélodies venues de nulle part. Il ne lui posait pas de questions. Il lui offrait l'espace. Il était là, stable, présent. Et puis, un jour, sans prévenir, elle demanda, « Tu joues encore du piano ?» Il sourit, surpris. De temps en temps. « Oui, tu veux que je t'apprenne ?» Elle haussa les épaules, l'air faussement désinvolte. « Peut-être. » Alors, il installa un banc à côté du sien, et chaque dimanche, ils s'asseyaient côte à côte. Au début, elle écoutait. Puis elle tenta une note, une autre, des accords maladroits, des rires étouffés, des fausses notes assumées. Sophia, elle, venait parfois, sans prévenir, par la porte arrière du centre culturel. Elle apportait du thé, des gâteaux faits maison, un regard complice. Elle ne cherchait pas à prendre sa place. Elle était là, en équilibre, en témoin discret de ce qui grandissait sans bruit. Un matin, Léa entra dans le salon, une feuille dans la main. « C'est pour mon anniversaire, dit-elle. Je veux qu'on joue ensemble. » Sur la feuille, une mélodie, ses propres notes, simples mais précises. « Tu l'as intitulée ?» demanda Marc. Elle haussa les épaules. « Mais ces jours, on pourrait l'appeler « Recommencer ». C'est pas un vrai mot de musique, mais ça te ressemble. Il ne répondit pas. Il lui tendit la main, et elle s'assit. Le jour de ses 13 ans, le petit centre était décoré de guirlandes. Les enfants du quartier étaient là. Les murs sentaient le gâteau au citron et la cire d'abeille. Une fête modeste, rustique. Marc s'installa au piano. Léa s'assit à sa gauche. Elle posa ses doigts avec assurance. Il la suivit. La salle se tut, et la musique s'éleva. Fragile, un vrai dialogue sans mots. Une histoire jouée à 4 mains. Sophia les regardait, appuyée contre l'encadrement de la porte, une tasse de thé entre les mains. Elle souriait doucement, les yeux brillants. Sur la table centrale, une photo en noir et blanc attirait les regards. Marc, Léa, Sophia, tous trois souriants, serrés les uns contre les autres. En bas de l'image, écrit d'une main au stylo noir, parfois, les plus belles familles naissent du silence. Et dans le silence qui suivait la dernière note, personne n'applaudit tout de suite, comme si chacun, dans ce petit centre au bout du monde, avait compris que ce moment était sacré.